Dans son livre Les vertus de l'échec, Charles Pépin nous dit qu'il y a 8 vertus de l'échec. Finalement, l'échec serait bon et ce serait pas cette chose absolument horrible qu'il faudrait éviter tout le temps. Au contraire, il faut passer par l'échec pour mieux réussir. Alors, ça fait un peu cliché dit comme ça fait un peu développement personnel en mode gourou, en mode à l'américaine, mais dans ces 8 vertus, il y a des choses qu'on peut prendre. Voilà, à toi de faire le tri dans ce que je vais te présenter. Mais avant de définir ces 8 vertus, il faut bien comprendre que rater, ça ne veut pas dire être un raté. Souvent, quand on rate, on a un peu le moral dans les chaussettes, on se dit qu'on est nul, que c'est pas fait pour nous, etc. Ça, malheureusement, on nous l'inculque dès l'école, avec le système de notation, avec des remarques qu'on peut se prendre dans la tronche. Et donc, cette idée qu'on est un raté quand on rate quelque chose, elle est inséminée dès notre jeune âge, en fait, dès notre enfance. Et c'est quelque chose dont on a peut-être, pour certains en tout cas, un peu de mal à se sortir. Donc il faut absolument distinguer l'échec d'un projet par rapport à l'échec de sa personne. Ce sont deux choses complètement distinctes. Et c'est ce que Freud appelle le problème de l'identification. Il ne faut pas s'identifier à son échec. Donc au contraire, il faut oser l'échec. C'est ce que nous dit Charles Pépin. Oser l'échec, tout simplement, ça veut dire savoir prendre des risques, savoir accepter la possibilité d'un échec. Alors ça ne veut pas dire que d'un coup on se transforme en kamikaze et qu'on fait n'importe quoi. Comme le dit l'expression, il faut être audacieux mais pas téméraire. Et donc il faut savoir prendre les bonnes décisions malgré cette peur de l'échec, malgré cette angoisse. Il faut agir en fait malgré cette peur. Pour illustrer ça, Charles Pépin nous dit que l'inaction est plus coûteuse que l'action. Et c'est vrai quand on y réfléchit, si on pense aux cadres par exemple qui sont de plus en plus voués à terminer en burn-out, eh bien l'inaction, c'est-à-dire accepter cet état, se dire que voilà, c'est comme ça de toute façon, c'est la société, c'est machin, c'est mon chef, ces trucs, et bah ça va te coûter très cher puisque sur ta santé, sur le long terme, tu vas le sentir. Je pense qu'on a tous vu des collègues ou des amis qui, au fur et à mesure des années, se transformer physiquement et psychologiquement. Et donc, ce que nous dit Charles Pépin, c'est que l'action, donc là, l'action dans ce cas concret, ce serait peut-être de démissionner, de se reconvertir dans un autre métier, mais c'est vrai que c'est risqué. C'est risqué quand tu es cadre et que tu veux avoir un métier qui a du sens et que tu pars faire boulanger parce que tu as envie de faire ça, avec, je sais pas, des farines bio, des machins, et que tu pars vraiment au fin fond de la campagne. Oui, c'est risqué, effectivement. Mais si c'est ce que tu as vraiment envie, eh bien, ose échouer. Après, on n'a pas tous envie de partir au fin fond de la campagne, ça fait un peu cliché ce que je te dis, mais tu comprends l'idée. Et au contraire, Charles Pépin nous dit, au lieu de rester inactif, il faut apprendre à oser. Et pour apprendre à oser, il faut d'abord commencer à admirer l'audace. Et ce qui veut dire par admirer l'audace, c'est avoir des modèles. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont pour modèle des gens comme par exemple les stars de télé-réalité qui n'ont pas de talent, alors qu'il serait meilleur pour nous d'avoir comme modèle par exemple des artistes, des gens qui ont du talent, des gens qui ont travaillé pour acquérir tel ou tel résultat. Ensuite, il faut ne pas être trop perfectionniste. Si tu te lances dans telle ou telle chose, que ce soit de la musique ou écrire un livre ou lancer ton entreprise, peu importe, il faut se dire que l'action libère de la peur. C'est l'action qui va te permettre d'avancer. Et si tu attends que ce soit absolument parfait, tu t'avanceras jamais. Moi, par exemple, cette vidéo, c'est la première de ma nouvelle chaîne. Je sais très bien qu'elle sera carrément imparfaite. Je le sens déjà quand je suis en train d'enregistrer le truc. Mais c'est pas grave. Cette action, cette première action, elle donnera tel ou tel résultat. Il y a une possibilité d'échec, que je fasse par exemple 12 vues ou que je fasse plein de vues mais en me prenant des sales commentaires. Mais c'est pas grave. Cette action, elle me libère de la peur que j'avais de me lancer et elle a au moins ce mérite-là. Et l'auteur nous rappelle aussi que échouer sans oser, c'est peut-être même pire que l'échec en osant. Par exemple, si tu es très timide et que tu veux aborder quelqu'un, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu as cette personne qui te plaît vachement et puis finalement tu n'oses pas l'aborder et tu pars et voilà et tu y penses pendant des jours et des jours. Ça c'est un échec qui fait vraiment mal parce que tu te demandes et si, enfin voilà, comment ça aurait pu se passer, etc. Alors que si tu avais osé l'aborder, bon, tu te serais peut-être pris un râteau, mais cet échec-là, même s'il est peut-être pas plus facile dans l'immédiat, sur le long terme, en tout cas, tu vas vite t'en détacher et passer à autre chose. Et en plus de ça, tu aurais peut-être appris quelque chose. Tu auras peut-être appris que telle façon d'aborder la personne, c'est pas bon, donc la prochaine fois, tu feras autrement. Et puis pour finir d'illustrer cette idée d'oser l'échec, faut pas oublier que l'homme est un animal qui rate. Ça, c'est une idée de Bergson.
Henri Bergson nous dit que l'homme est le seul animal dont l'action soit mal assurée, qui hésite et tâtonne, qui forme des projets avec l'espoir de réussir et la crainte d'échouer. Et ça, c'est la grande différence entre nous et le reste des animaux. Les autres animaux sont guidés dans leurs actions par leur ADN, alors que nous, l'animal que nous sommes, l'homme, est libre, et donc il est libre aussi de ses actions. Mais la contrepartie de cette liberté, c'est aussi la possibilité d'échouer. Donc il faut accepter cette possibilité d'échec, parce que si on la refuse, eh bien c'est notre liberté aussi qu'on refuse. Ensuite, Charles Pépin nous dit qu'il faut oser l'échec pour finalement réussir. Il y a quand même un objectif de réussite à la fin. Si tu ne fais que échouer, tu vas finir dépressif, donc c'est pas du tout le but non plus. Parce qu'on le verra plus tard, l'échec amène des choses, mais le fait de réussir t'amène bien sûr aussi des choses positives, comme par exemple ce qu'il appelle la joie du combattant. Donc juste entre parenthèses, il différencie joie et bonheur. Bonheur, c'est un état beaucoup plus long. La joie, c'est quelque chose de beaucoup plus court, mais de beaucoup plus intense aussi. Et le fait de réussir un objectif t'apporte de la joie. Tu as plusieurs types de joie. Par exemple, la joie de revenir de loin. Là, il prend l'exemple d'André Agassi, qui, après avoir été dans les meilleurs tennismen mondiaux, a plongé, dopage, divorce, etc. Donc il était vraiment au fond du seau. Et qui ensuite a réussi petit à petit à revenir et même à être numéro 1 mondial. Il prend aussi l'exemple de John Travolta, qui après avoir eu une carrière de beau gosse, charmeur de ses dames et tout ça, est aussi tombé très bas avant de revenir par notamment le film Pulp Fiction. Il y a aussi la joie de vivre, la joie dans l'adversité, voilà, il y a plusieurs types de joie qu'il nous décrit. Alors la première vertu de l'échec, c'est que ça nous fait apprendre plus vite. Pour illustrer cette idée, Charles Pépin nous prend l'exemple de Nadal et de Gasquet dans le tennis. Quand ils étaient en junior, Gasquet gagnait tous les tournois. Vraiment, il survolait la concurrence. Alors que Nadal était très fort déjà, mais il galérait un petit peu plus, et notamment sur les matchs où tous les deux se rencontraient, c'était Gasquet qui prenait le dessus à chaque fois. Donc Nadal a appris à échouer très tôt dans sa carrière. Et le fait d'échouer tôt, ça lui a appris à prendre le dessus, il a pu apprendre de ses échecs, et le fait d'échouer tôt, ça lui a permis de se remettre en question tôt, de pouvoir s'améliorer tôt, alors que Gasquet, lui, c'était assez facile pour lui, et malheureusement, quand il a commencé à perdre plus tard, c'était beaucoup plus compliqué de se remettre en question. Et aujourd'hui, on sait tous, si on suit le tennis en tout cas, que Nadal est bien au-dessus de Gasquet et a fait une carrière magnifique, même si bien sûr celle de Gasquet est déjà respectable, évidemment, mais voilà, Nadal c'est le champion qu'on connaît. Donc là ici, Charles Pépin nous parle de problèmes français, pour illustrer un peu cette première vertu. Selon lui, alors c'est un peu cliché, peut-être, mais il nous dit que le problème français, c'est ça, c'est qu'on n'apprend pas à échouer. Contrairement peut-être aux pays anglophones. Donc bon, ça sonne un peu cliché, mais pourquoi pas. Pour enfoncer le clou encore un peu plus, il nous parle de la Silicon Valley où la culture d'échouer vite est mise en avant et très bien acceptée. Il nous dit qu'aux États-Unis, échouer, ça veut dire être audacieux, alors qu'en France, ça veut dire être coupable. Donc c'est vraiment pas la même vision de l'échec. Mais même si on n'est pas forcément d'accord avec cette vision un peu anglo-saxonne, francophone, en tout cas, cette première idée est quand même intéressante de se dire quand on échoue tôt, ça nous permet d'apprendre plus vite. La deuxième vertu de l'échec, c'est que c'est un moyen de comprendre. Alors ça ressemble un petit peu à la première vertu, mais autant sur la première on était sur un peu l'aspect timing, c'est-à-dire d'apprendre vite. Là on est vraiment sur le fond, c'est-à-dire que là on parle plus de moyens de comprendre. Par exemple, Thomas Edison, quand il a inventé l'ampoule, on dit ça comme si c'était tombé du jour au lendemain. Non, au contraire, tu sais sûrement qu'il a eu plein d'échecs avant de réussir. Et donc pour Thomas Edison, chaque échec, c'était un apprentissage. Il y a une expression qui est prise par l'auteur ici, c'est de nous dire chaque échec en fait c'est une réussite dans un essai. L'expression de l'auteur pour cet exemple, c'est de dire que là il faut réussir à essayer. Finalement le seul vrai échec qu'on pourra avoir, c'est de ne pas essayer. Donc déjà quand on réussit à essayer, on ne peut pas parler d'un échec puisque on s'est lancé et si ça n'a pas fonctionné comme on le voulait, c'est pas grave, on recommence. Bien sûr en modifiant, parce que sinon on ferait toujours la même erreur. Donc en ce sens, l'échec, c'est une démarche scientifique. Et d'ailleurs, toutes les sciences sont basées là-dessus. Les neurosciences, la biologie, même les sciences sociales sont aussi basées sur cette démarche de l'échec. Quand on échoue, c'est pas grave, on reprend les analyses, on voit là où ça a échoué et on recommence, avec comme objectif bien sûr de réussir. Et la phrase d'ailleurs de Samuel Beckett qui disait « rater, rater mieux » résume bien cette idée.
La troisième vertu de l'échec, c'est que ça permet d'ouvrir une ou des fenêtres. L'échec doit être un questionnement. Par exemple, face à une maladie, il faut se poser la question comment la guérir. Face à un crash d'avion, il faut se poser la question comment améliorer la sûreté. Tout échec, même grave, doit amener vers un questionnement qui nous permettra d'éviter ces échecs à l'avenir. Même en politique, même si on prend le pire des cas, voilà, je ne sais pas si on veut parler de l'esclavage ou de la Seconde Guerre mondiale, l'échec, donc l'échec peut-être ultime, doit permettre derrière d'ouvrir des fenêtres pour ce que disait Hannah Arendt, ouvrir un temps nouveau. Après la Seconde Guerre mondiale, par exemple, le Conseil national de la résistance a œuvré pour plus d'égalité entre les individus. Donc même le pire des échecs peut amener derrière à des choses positives. La quatrième vertu de l'échec, c'est le fait que ça nous permet d'affirmer notre caractère. La chanteuse Barbara, par exemple, en a chié, mais grave, avant d'être une star nationale, parce que elle a été rejetée de plein de cabarets où on l'embauchait pas pour chanter, on lui disait qu'elle n'était pas assez bonne, pas assez de voix, etc. En plus, elle a eu une enfance très 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 dure, donc vraiment l'échec faisait partie de son quotidien, mais c'est justement ces échecs successifs qui ont forgé son caractère, qui ont fait d'elle une chanteuse complètement atypique, avec des paroles très dures, mais qui finalement ont fait son succès et sa singularité. C'est ce que Hegel appelle la dialectique, c'est-à-dire l'inséparabilité des contraires et le dépassement final de leur opposition. Par exemple, Barbara, elle a vécu des choses absolument horribles, donc ça c'est quelque chose de très négatif, mais derrière elle a eu une carrière absolument magnifique, et c'est cette négativité qui a pu nourrir toute cette positivité derrière. Selon l'auteur, la dialectique c'est vraiment le moteur de notre progrès, et donc la force de négation devient une force d'affirmation. Ensuite, la cinquième vertu de l'échec, c'est le fait de rester humble. Forcément, quand on enchaîne les échecs, à un moment quand même si on se la raconte au début, on devient humble quand même au bout d'un moment. Et là, il prend l'exemple de Steve Jobs, qui, vous connaissez peut-être un peu l'histoire, mais voilà, qui a créé Apple, qui a été ensuite viré, qui a créé ensuite l'entreprise Next et qui a réintégré Apple pour finalement l'emmener un petit peu dans la stratosphère des entreprises mondiales. Mais en tout cas, ces échecs lui ont appris l'humilité selon l'auteur. C'est peut-être pas le meilleur exemple, je trouve, en termes d'humilité, mais bon, pourquoi pas. Un autre exemple qu'il prend et que je trouve peut-être plus adapté, c'est sur le judo. Le judo nous apprend à tomber. Et on nous apprend à tomber sans se crisper, en souplesse, en accompagnant le mouvement. Tout ça en respectant son adversaire. Et donc l'humilité vient tout naturellement quand on échoue dans ce domaine-là. La sixième vertu de l'échec, c'est l'expérimentation du réel. Là, c'est plus une lecture stoïcienne que nous fait l'auteur. Donc il définit le réel en ce qui dépend de nous. Donc le monde se divise en deux catégories. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Non, ça n'a rien à voir. La première catégorie, c'est ce qu'on contrôle pas. Et la deuxième catégorie, c'est ce qu'on contrôle. Voilà, c'est ça la division de la vie pour les stoïciens. Donc ce qu'on contrôle pas, il faut savoir l'accepter, il faut accepter le réel. C'est ça, c'est ce qu'on contrôle pas, c'est le réel. Et là où on doit agir, c'est sur ce qu'on contrôle. Donc quand on échoue à un examen ou un concours par exemple, il faut se concentrer sur ce qu'on contrôle nous. Quand on a échoué à 0,1 point près et qu'il y a juste une personne devant nous dans un concours, oui, il y a une part de malchance effectivement. Donc ça sert à rien de se concentrer sur ce manque de bol en se disant oui, si j'étais tombé sur un autre jury, je serais peut-être passé devant et tout ça. Ça, ok, pourquoi pas, mais ça on le maîtrise pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est se concentrer sur ce qu'on sait faire, et réviser, repartir à la charge, pour maintenant viser des notes qui soient pas juste au niveau de l'acceptation à ton concours, mais plutôt des notes qui sont bien au-dessus, pour avoir cette marge de sécurité, où même ce qui dépend pas de toi ne va pas décider de ton sort. Et l'idée, elle est là, c'est de s'éloigner un petit peu de ces concepts de juste et d'injuste. La lecture stoïcienne, c'est de se dire, c'est comme ça. C'est pas vraiment être aigri non plus, mais c'est être résigné face aux choses qui peuvent pas être changées, et par contre mettre toute son énergie sur ce qu'on peut changer. L'idée d'expérimenter le réel, elle est aussi bien illustrée par la phrase de Spinoza qui dit « ni rire, ni pleurer, comprendre ». La septième vertu de l'échec, c'est que ça peut nous donner une chance de se réinventer. Là, c'est une lecture existentialiste de l'échec.
Donc l'auteur reprend l'idée de Sartre qui est que l'existence précède l'essence, l'existence pouvant être assimilée à la liberté et l'essence au déterminisme, donc la liberté précède le déterminisme, ou encore le devenir précède l'être. On n'est donc pas condamné à être dans un espèce de destin rigide écrit à l'avance. On peut devenir au lieu d'être, on peut être libre au lieu d'être déterminé. Même si ça, entre nous, on le verra dans certains livres de sociologie, le déterminisme est quand même quelque chose de puissant. On peut prendre l'exemple de Serge Gainsbourg, qui avant d'être le chanteur qu'on connaît tous, voulait être peintre. Malheureusement pour lui, il n'a jamais réussi à percer dans cet art. Donc ça, c'était vraiment un gros échec dans sa vie. Et il a transformé cet échec en une réussite dans le monde de la chanson, où le fait qu'il ait cette espèce de recul un peu, parfois un peu que certains prenaient pour du dédain, et provenait de cet échec dans le monde de la peinture, parce que pour lui la musique était un art mineur, alors que la peinture était vraiment un art majeur. Et donc c'est bien cet échec qui a construit un peu le personnage Gainsbourg, et il a pu se réinventer grâce à cet échec. Enfin, la 8e et dernière vertu de l'échec, c'est l'acte manqué ou l'heureux accident. Là, on a une lecture plus psychanalytique. Charles Darwin, par exemple, a raté ses études de médecine, son père lui-même était médecin, donc il avait la pression pour suivre le destin familial, il a échoué plusieurs fois, et il a fini par tout laisser tomber, partir en voyage, et c'est pendant ce voyage que sa vocation est née. Sans cet échec, la théorie de l'évolution ne serait peut-être pas née, ou en tout cas pas aussi rapidement. Pour l'heureux accident, le bon exemple c'est celui des sœurs Tatin, qui ont essayé de faire une tarte classique et qui ont complètement raté, et qui a donné la tarte tatin. Ce grand classique de la pâtisserie, c'est un accident, c'est aussi un échec à la base, mais cet échec a donné lieu à un dessert hyper bon qu'on a tous mangé au moins une fois. Voilà pour mon premier résumé de livre. Moi je te conseille ce livre si t'en viens un petit peu de dédramatiser l'échec avant de te lancer dans quelque chose. Si tu as quelque chose qui te tient à cœur, je sais pas, partir dans l'entrepreneuriat, te lancer dans un art, écrire un livre, bref, quelque chose d'un petit peu profond qui te tient à cœur. Et bah écoute, ce livre est un bon moyen de te lancer, de te dire ok c'est bon, l'échec c'est pas si grave que ça. Il y a eu des échecs bien pires que ce que moi je pourrais connaître en me lançant dans cette activité. En plus, il se lit très bien, il est vraiment pas difficile à lire. Il allie bien la théorie philosophique avec des trucs très concrets et très contemporains, voilà, avec les joueurs de tennis, avec des acteurs, des chanteurs, etc. Donc on n'est pas ni dans le truc de développement personnel un peu gnangnan où tu as juste du blabla sans aucune théorie derrière, et t'es pas non plus dans le truc, dans l'essai philosophique voilà, où à la limite au bout de 3 pages tu commences à décrocher parce que ça devient un peu compliqué. Là vraiment ça allie les deux, et en plus de ça, ça te fait une bonne introduction pour des notions philosophiques comme l'existentialisme, comme le stoïcisme. Donc voilà, vraiment, moi c'est un livre que je te recommande. Les vertus de l'échec, hop, de Charles Pépin. Très bon livre. Voilà, à bientôt.